Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un vieil homme avec un sac prétendait posséder une banque, ils ont ri, mais ils l'ont amèrement regretté. Ce matin d'automne, la ville de New York s'éveillait sous un ciel gris et lourd, menaçant de pluie. Les trottoirs de Madison Avenue étaient déjà envahis par une foule pressée de rejoindre son bureau, d'enchaîner les rendez-vous, les appels, les réunions. Les néons des boutiques de luxe étincelaient sous la lumière blafarde, les taxis jaunes klaxonnaient à tout va, et le vent frais balayait les feuilles mortes dans un bruissement continu. Au milieu de cette frénésie citadine, un vieil homme avançait d'un pas lent, mais mesuré. Ses cheveux gris en bataille encadraient un visage marqué par les ans, où les rides profondes racontaient une vie de combat et de sacrifice. Il portait un manteau usé, élimé au coude, que le temps semblait avoir rongé, et tenait d'une main ferme un sac en toile fatigué, à moitié déchiré sur un côté. Son regard, lui, restait vif et perçant. Cet homme s'appelait Elliot J. Whitmore. Mais aujourd'hui, personne dans la foule ni dans la banque n'aurait pu deviner qui il était vraiment. Il n'était pour eux qu'un vieillard à l'allure négligée, un visage parmi tant d'autres dans la marée urbaine. Il s'approcha de l'immense bâtiment de la Northbridge National Bank, un gratte-ciel imposant en verre et acier, symbole d'un monde impitoyable et fermé aux plus faibles. D'un geste fatigué mais décidé, il poussa la lourde porte automatique et entra dans le hall majestueux, où des lustres scintillaient au-dessus d'un sol de marbre brillant. À peine avait-il franchi le seuil qu'un regard s'accrocha immédiatement à lui, celui de Mike Donnelly, l'agent de sécurité. Mike était un homme corpulent, au visage fermé, habitué à surveiller les allées et venues avec suspicion. Il était réputé pour son humour sec et son sens de la répartie cinglante, surtout envers ceux qui, à ses yeux, ne méritaient pas d'être là. Sans même quitter son tabouret, il lança d'un ton moqueur. « Eh, papy, on n'a pas de monnaie ici pour les sans-abri. » Ce commentaire résonna comme un couperet. Un silence gêné s'installa un instant. Derrière le comptoir, Brittany Moore, une jeune employée au look impeccable et aux ongles manucurés, leva à peine les yeux. Trop absorbée par la dernière story Instagram qu'elle venait de poster, elle ne perçut pas tout de suite le malaise qui s'épaississait dans l'air. Le vieil homme ne répondit pas tout de suite. Il inspira lentement, ajusta son sac sur son épaule et déclara d'une voix douce, mais ferme. « Je ne suis pas venu demander de la monnaie. J'aimerais parler au directeur de l'agence, Monsieur Richard Coleman, si c'est possible. » Brittany haussa un sourcil, fronça les sourcils comme si elle cherchait à comprendre quel genre de plaisanterie on lui faisait. « Vous avez un rendez-vous » demanda-t-elle avec une pointe d'agacement. « Non, » répondit Elliot, « mais je suis certain qu'il me recevra. » La jeune femme soupira, visiblement exaspérée par ce qu'elle considérait comme une perte de temps. « Et vous allez lui dire quoi ? Que vous êtes son grand-père » ironisa TL. Dans la salle d'attente VIP, un homme d'affaires en costume élégant, occupé à consulter son smartphone, s'esclaffa en jetant un coup d'œil amusé à son collègue. « Il croit peut-être qu'il possède la banque, » dit-il à voix basse, un sourire moqueur aux lèvres. Un rire général monta, léger mais suffisant pour que le vieil homme en prenne conscience. Pourtant, pas un sourire ne traversa son visage. Il resta calme, impassible, comme un roc au milieu de la tempête de mépris. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à ce genre de regard, mais aujourd'hui, il n'était pas là pour subir. Il était là pour faire entendre une vérité que personne ne voulait voir. Sans se démonter, le vieil homme inspira lentement. Son regard balaya la pièce, observant chaque réaction, chaque froncement de sourcils, chaque sourire narquois. Puis, dans un geste mesuré, il glissa la main dans son vieux sac en toile. Le froissement du tissu résonna étrangement fort dans le hall soudain silencieux. Ses doigts usés saisirent un petit étui rigide. Il l'ouvrit avec précaution, comme s'il manipulait un objet sacré. Et là, à la vue de tous, il sortit une carte noire en métal mat, lourde, élégante, manifestement exclusive. En lettres dorées, gravées avec finesse et discrétion, on pouvait lire J. Whitmore, fondateur Northbridge Capital Group. Le badge étincela sous la lumière des lustres suspendus au plafond. Un froid mordant traversa l'air. Brittany Moore blêmit aussitôt, comme si tout le sang avait quitté son visage.
Elle cligna des yeux, déglutit, relut la carte plusieurs fois, cherchant désespérément un détail qui prouverait qu'il s'agissait d'une blague. Mais non. Tout y était, le design unique, le logo officiel, la signature holographique. Elle sentit son cœur battre plus vite. Elle se tourna lentement vers Mike Donnelly, qui n'avait toujours pas quitté son tabouret mais dont la mâchoire venait de se décrocher légèrement. « Mike » murmura-t-elle d'une voix étranglée. « Quoi » lâcha-t-il. « Je crois qu'on a un très gros problème. » À cet instant précis, comme si le sort lui-même se mettait en scène, un bip sonore retentit dans tout l'étage, provenant de l'interphone central au-dessus de l'accueil. Une voix fébrile s'échappa de l'appareil. « Monsieur Coleman est en route. Ouvrez immédiatement l'accès niveau 1. » La tension monta d'un cran. Quelques secondes plus tard, la lourde porte blindée du bureau exécutif s'ouvrit brutalement au fond du hall. Les talons précipités claquèrent sur le marbre. Richard Coleman, directeur de la succursale, descendait les marches en courant, son costume mal ajusté, la cravate desserrée, le souffle court. Quand il arriva en bas et aperçut le vieil homme, il se figea. Son visage prit une teinte cireuse. « Monsieur Whitmore » s'écria-t-il, incrédule. Il se redressa brusquement, essuya la sueur sur son front, et descendit le reste des marches comme s'il traversait une scène d'examen. « Je ne savais pas que vous étiez en ville. » Le vieil homme ne lui serra pas la main. Il le regarda simplement, sans animosité mais sans indulgence non plus. « Je ne le suis pas, » répondit Elliot calmement. « Je suis venu, pour un audit informel. Et surtout, pour observer comment les clients ordinaires sont traités dans cette succursale. » Ces mots, bien que prononcés avec douceur, frappèrent comme des coups de tonnerre dans le silence pesant. Tout le hall retint son souffle. Les conversations cessèrent. Le bruit du monde extérieur semblait soudain loin, étouffé. Richard sentit la sueur couler dans son dos. Il jeta un regard nerveux vers ses collaborateurs. Puis il posa une question, d'une voix blanche, tremblante. Qui lui a parlé en premier ? Personne ne répondit. Mike Donnelly, qui jusque-là faisait preuve d'un calme insolent, sentit ses jambes se dérober sous lui. Il se leva lentement, raide comme un soldat en faute. À côté, Brittany fit un pas en arrière, les mains croisées nerveusement sur sa tablette, évitant à tout prix le regard du directeur. Richard n'avait pas besoin de réponse verbale. Il avait vu leurs gestes, leurs visages. Il se retourna vers Elliot, les mains jointes, presque en prière. « Monsieur Whitmore, je vous présente mes excuses les plus sincères. Je suis certain qu'il s'agit d'un malheureux malentendu. » Mais le regard du vieil homme l'arrêta net. « Ce n'était pas un malentendu, Richard, » dit Elliot, sa voix plus grave, plus froide. C'était une révélation. Et dans cette phrase, tout le poids de l'histoire allait basculer. Elliot James Whitmore n'était pas qu'un vieil homme fatigué à la silhouette courbée et aux vêtements modestes. Il était une légende silencieuse dans les couloirs de Wall Street. Un nom que les jeunes analystes murmuraient avec admiration et que les anciens du métier prononçaient avec un respect teinté d'humilité. 30 ans plus tôt, il avait fondé le Northbridge Capital Group, dans un petit bureau de Brooklyn avec une simple table en bois et un téléphone d'occasion. Ce groupe était devenu, au fil des décennies, un empire financier, possédant aujourd'hui la majorité des parts de la Northbridge National Bank, l'une des plus puissantes institutions bancaires du pays. Mais ce que peu savaient, c'est que ce géant de la finance avait vu le jour grâce à la ténacité d'un enfant du Bronx, élevé par une mère seule qui faisait des ménages, et un père absent, englouti par le système carcéral. Dès l'adolescence, Elliot travaillait le soir dans une épicerie pour aider à payer le loyer. Mais le jour, après l'école, il filait à la bibliothèque municipale, s'asseyait entre les rayons poussiéreux et dévorait des ouvrages sur l'économie, les marchés boursiers, les grandes faillites et les triomphes de Rockefeller et Carnegie. Il économisait chaque centime, parfois au prix d'un repas sauté, pour acheter des actions par correspondance, à l'époque où l'on remplissait encore des formulaires à la main. Il n'avait ni parrain, ni réseau, ni diplôme d'une école d'élite. Seulement la foi inébranlable qu'il valait autant que n'importe quel homme en costume 3 pièces. Et il avait eu raison. À force d'abnégation, de travail de nuit, de lectures acharnées et d'instinct, il bâtit sa fortune, un investissement à la fois.
Il traversa des crises, se releva après des pertes brutales, mais ne renia jamais une chose, son humanité. Ce matin-là, pourtant, dans la succursale de Madison Avenue, aucun de ceux qui riaient ne s'en était douté. Il n'avait pas vu le regard derrière les rides. Ni reconnu la stature d'un homme qui, dans son silence, portait toute une génération de sacrifices. Il n'était pas venu en costume Armani, ni orné d'une Patek Philippe. Ce jour-là, il était venu vêtu de la vérité nue. « Je suis venu habillé comme le client que vous ne remarquez jamais », dit-il en se tournant vers l'ensemble du personnel, sa voix calme mais tranchante comme une lame. « Celui que vous jugez au premier regard. Celui que vous croyez insignifiant, inutile, invisible. » Il avança lentement vers le bureau central. Tous les employés s'étaient rassemblés dans le silence. Certains évitaient son regard. D'autres, comme Brittany, fixaient le sol. « J'ai entendu vos rires », reprit-il. « J'ai vu le mépris dans vos yeux. Et croyez-moi, je ne suis pas offensé pour moi. Je suis offensé pour tous ceux que vous avez traités ainsi. Car ce n'est pas la première fois que cela arrive. Ce n'est simplement la première fois que vous tombez sur quelqu'un avec le pouvoir d'y mettre fin. » Puis, sans s'énerver, sans hausser la voix, il entama une inspection méthodique de la succursale. Pendant plus de 2 heures, il observa le fonctionnement de l'agence, écouta les clients en file d'attente, consulta les données de performance, les taux de satisfaction, les plaintes internes ignorées. Il s'assit même au guichet, posa des questions au personnel d'entretien, et s'entretint discrètement avec une vieille dame venue retirer $40 de son compte épargne, visiblement mal reçu par un employé plus tôt. À la fin de la matinée, il se tourna vers Richard Coleman, livide, et prononça des mots qui résonneraient longtemps dans les murs de la banque. « Voici mes décisions immédiates. 1. L'agent Mike Donnelly est suspendu avec effet immédiat. Aucune personne travaillant dans une institution basée sur la confiance ne peut se permettre l'arrogance de l'humiliation. 2. Brittany Moore recevra une lettre disciplinaire, sera retirée du service client et suivra un programme intensif de reconversion interne. 3. Un programme national de formation obligatoire sur l'éthique, la bienveillance et l'inclusion sera mis en œuvre dans chaque succursale de Northbridge, encadré par un cabinet indépendant. 4. Des caméras discrètes, dotées d'un système d'analyse comportementale, seront installées à toutes les entrées principales. Les enregistrements seront soumis à un audit mensuel par un comité d'éthique client. Les visages étaient graves. L'air semblait plus lourd. Elliot s'avança une dernière fois au centre du hall, face aux employés alignés comme des écoliers. Si vous ne pouvez pas respecter quelqu'un simplement parce qu'il ne porte pas un costume, ou parce qu'il ne parle pas comme vous, alors vous n'avez rien compris à la finance. Notre métier n'est pas l'argent. L'argent n'est qu'un outil. Notre vrai métier, c'est la confiance. Et aujourd'hui? Il marqua une pause, balayant la salle du regard. Vous venez de la perdre. Sans autre mot, Elliot J. Whitmore remit sa carte dans son sac usé, tourna les talons, et quitta la banque, aussi discrètement qu'il y était entré. Mais le monde ne serait plus jamais le même pour ceux qui avaient osé le juger à son apparence. Quelques jours après l'incident, dans la lumière bleutée d'un après-midi ordinaire, une cliente régulière de la Northbridge Bank, une jeune enseignante nommée Sandra Layton, posta un message sur Twitter, accompagnant sa publication d'une photo floue prise discrètement avec son téléphone. Elle y racontait ce qu'elle avait vu, un vieil homme ridiculisé à l'entrée de la banque, ignoré, moqué, puis salué avec déférence, moins d'1 heure plus tard, par un directeur paniqué et un personnel figé par la honte. J'ai vu un vieil homme se faire humilier dans ma banque. 1 heure plus tard, j'ai appris qu'il en était le fondateur. Jamais je n'oublierai cette leçon. #respect, #Elliot Whitmore, #ne jugez pas. Le tweet atteignit 1 million de vues en moins de 24 heures. Le nom Elliot Whitmore grimpa dans les tendances mondiales. Des extraits de son discours dans la banque furent partagés, sous-titrés, remixés, repris sur TikTok et YouTube. Certains utilisateurs transformèrent même sa phrase finale, « Ce n'est pas l'argent, c'est la confiance », en mantra de leadership. Forbes publia un article intitulé « L'homme invisible de la finance, comment Elliot Whitmore a rappelé au monde que le respect n'a pas de prix ». Lors d'un entretien exclusif avec le magazine, Whitmore ne parla ni de ses entreprises, ni de ses réussites boursières.
Il parla des mères épuisées qu'il voyait attendre leur tour dans les banques avec des enfants fatigués. Il parla des personnes âgées que l'on fait patienter des heures simplement parce qu'elles ne parlent pas vite. Il parla des visages ignorés, des voix étouffées, des humiliations ordinaires qui passent inaperçues chaque jour dans les temples de la finance. Le respect, dit-il, n'est pas un luxe. C'est la base. Si vous ne respectez que ceux qui peuvent vous apporter quelque chose, vous n'êtes pas un professionnel. Vous êtes un parasite déguisé en costume. Dans la foulée, il lança une campagne nationale de sensibilisation intitulée « Un client, une dignité ». Parrainée par la Northbridge Foundation, cette initiative visait à réformer en profondeur l'expérience client dans les grandes institutions financières. Des formations en présentiel, des campagnes de témoignages, des visites surprises, chaque succursale du groupe fut impliquée. Et d'autres banques, devant la pression médiatique et sociétale, suivirent. Au départ, elle avait nié, minimisé, tenté de se défendre. Puis, au fil des semaines, confrontée aux images, aux mots, aux messages anonymes de clients qu'elle avait oubliés, elle accepta de regarder en face ce qu'elle était devenue. La formation imposée par Whitmore ne fut pas une punition, mais une révélation. Pour la première fois, elle écouta des récits de pauvreté, d'exclusion, de fatigue sociale. Elle découvrit que l'élégance ne résidait pas dans les apparences, mais dans la manière dont on tendait la main à ceux qui en avaient besoin. 2 ans plus tard, Brittany Moore fit la une du New York Times pour une toute autre raison. Elle venait de lancer une fondation d'accompagnement pour jeunes en difficulté sociale et professionnelle, dans le Bronx, non loin du quartier où Elliot avait grandi. Son projet, intitulé « La deuxième chance », offrait du mentorat, des ateliers de communication et un accompagnement bancaire aux jeunes issus de milieux précaires. Le premier mécène ? La Northbridge Foundation, par décision directe d'Elliot Whitmore lui-même. Quand on lui demanda pourquoi il avait choisi de la soutenir malgré tout, il répondit simplement. Parce que la dignité, c'est aussi croire que les gens peuvent changer. Et parce que le pardon, comme le respect, est un choix fort. Pas une faiblesse. Dans les années qui suivirent, l'histoire d'Elliot Whitmore fut enseignée dans plusieurs écoles de commerce comme cas d'études sur le leadership éthique. Des citations de son discours ornaient les murs de succursales rénovées, gravées dans des plaques discrètes en laiton, à côté des guichets. Et un matin, dans une conférence sur l'innovation bancaire à San Francisco, une jeune PDG fraîchement nommée conclut son allocution par ces mots, les yeux brillants. On ne juge jamais un homme à ses habits. Parce qu'un jour, celui que vous méprisez, pourrait bien être celui qui signe votre chèque de paie.